La voix est intérieure, c'est le secret. Elle demande, pour être aperçue, le silence, la disponibilité retrouvée, l'écoute et l'imperceptible bruissement de l'invisible. Une luciole dans la nuit. Elle ne peut être aperçue ni même pressentie tant que l'âme se maintient dans l'agitation du monde. Et l'agitation du monde n'est pas un vain mot. Le monde, il a cessé de porter et de manifester les effets merveilleux de cette voie oubliée, de cette voie intérieure au sens d'un chemin. Plutôt qu'une évidence qu'elle aurait dû demeurer, l'homme en a fait une porte condamnée, dont il a même oublié l'emplacement. De génération en génération, d'incarnation en incarnation, il a peu à peu refermé les canaux subtils qui le reliaient à l'enseignement intuitif délivré par les fréquences vibratoires de la Terre et du cosmos. Il a choisi un autre chemin d'évolution. Il s'est lourdement enveloppé dans la seule structure des formes pensées résultant de son ego. Formes pensées qui, loin de n'être que des volutes éthérées et éphémères, ont été les artisans maçons de ce que nous considérons aujourd'hui comme le champ indépassable du réel. Un réel abrupt, sombre, traversé par les passions humaines les plus destructrices et coupé du plan élevé duquel provient pourtant toute lumière. Le paysan lui-même s'est défait de sa conscience éthérique qui le faisait travailler de concert avec les énergies de la terre. Il était le gardien des équilibres. Devenant agriculteur, il a placé comme nouvelle base et comme sens premier de son métier l'objectif de volume à produire. Il a répondu désormais aux injonctions de la banque et du business plan qui lui permettaient de piloter une exploitation moderne. Il s'est aliéné aux données et à la pression d'un marché planétaire omnibulé par la réduction des coûts et la mise en concurrence. Il a consenti à la concentration massive des exploitations, s'émancipant des contingences saisonnières et des cycles de la nature pour devenir un producteur hors sol, un éleveur intensif régulant des courbes de température, des indices, des taux, des algorithmes, des écarts mesurables à la norme. Il s'est finalement rendu captif des filières agro-industrielles et de la grande distribution, pressurisé jusque dans son être et devenant tristement l'une des corporations avec le plus fort taux de suicide. Pourquoi ? Parce que sa terre, la terre-mère, à laquelle il avait le sentiment d'appartenir, a été niée, vidée de son contenu et de sa valeur, pour être remplacée par une notion abstraite, par le ratio d'un nombre de quintals par hectare, ou par tout autre modèle mathématique mettant la nature en coupe réglée, plutôt que d'accompagner son potentiel interne de vie. L'homme a certes fait un pas dans le cosmos, dans la proximité matérielle immédiate de celui-ci, mais il a dans le même temps déserté son ciel intérieur, au même titre que sa terre la plus profonde qui assurait sa stabilité, son assise physique et émotionnelle, les fondations nourricières de sa propre vie. Il a cédé sa terre réelle qui vaut de 100 à 1000 fois moins qu'une terre constructible, mais aussi sa terre symbolique, contre une stabilité virtuelle, réversible, négociable, extérieure, garantie par une cohorte de structures institutionnelles, qu'elles fussent employeurs, États, organismes payeurs ou fiscaux, conseillers en tout genre, et aujourd'hui instance internationale ou supranationale qui renforce encore davantage la refermeture d'un système sécurisé et contraignant sur l'existence individuelle et collective des hommes.
C'est en cela que consiste l'enveloppement, l'enroulement de l'âme humaine, dans cette structure de forme pensée extrêmement solide et dense, qui, au lieu de porter le fruit de nos intuitions reliées à la source de toute chose, nous enferme dans une conception construite au fil des siècles, et qu'une élite active et sombre cherche à présent à déployer au plus vite sur la terre entière. D'aucuns l'appellent la matrice. Elle agit comme une évidence, comme quelque chose d'ininterrogé sur le fond. Elle est une réalité mentale devenue monde. Elle structure la vie de nos couples, de nos familles, de nos entreprises, de nos écoles, de nos partis politiques. Elle définit le cadre pour notre sexualité, notre éducation, notre consommation, nos divertissements, nos activités culturelles. Elle propose des causes à défendre, des luttes à mener. Elle gère le niveau admissible des idées défendables. Enfin, elle agit dans sa phase ultime par l'unification d'un seul modèle normatif qui, tout naturellement, trouve son accomplissement dans l'exercice d'un gouvernement mondial. Ainsi donc, serions-nous au temps où chaque individu a la possibilité d'atteindre le Graal en devenant citoyen du monde. Vraiment ? Et si tel était bien le cas, quel niveau de destruction de notre lien originel à notre Créateur en serait la condition ? L'âme de l'homme, comme celle du paysan, ne lui appartient plus. Dès sa naissance, elle est débitrice d'un devoir de produire et préalablement de se conformer aux obligations normatives qui conditionnent la possibilité même d'exister socialement, économiquement. À commencer par l'obligation d'un nombre important de vaccins pour le bébé, tout juste sorti du ventre de sa mère, sans quoi il ne sera pas pris à la crèche, encore moins à l'école. Obligation de scolarité jusqu'à 16 ans dans un cadre de transmission des savoirs totalement soluble dans la promotion des valeurs mondialistes qu'elle promeut et accompagne. Obligation contextuelle, certes, mais non sans rattachement au projet global d'une humanité contrôlée, de porter un masque et de maintenir une distance physique réglementée avec ses semblables. Ce cadre, toujours pavé de bonnes intentions, est ainsi devenu le laboratoire de la norme, vidant l'humain de ses racines, discréditant aux yeux de tous son système référentiel qui le reliait à la nature et qui, en effet, ne compte plus tant que ça dès lors que la sève de ses racines ne l'irrigue plus. Pire, ce référentiel naturel est devenu suspect, traqué en France par des organismes tels que la Miviludes qui, sous le prétexte de lutter contre les dérives sectaires, agit en véritable police de la pensée. L'une des postures intellectuelles de ces gardiens de l'obscurité consiste à présent à invalider la pensée déviante par un prétendu rattachement à des idées d'extrême droite. Vidé de sa substance, convaincu de la bienveillance du nouveau système, l'humain peut alors massivement être rempli d'autre chose. Il peut notamment nourrir ce rêve d'une unification planétaire au sein d'une entité où les différences sont toutes acceptées, d'autant plus qu'elles ont en réalité été abolies, lissées, homogénéisées dans un système référentiel de tolérance qui ne procède plus des sentiments originels d'amour et de compassion, mais d'un droit revendiqué et permanent de l'ego à crier son identité. Qu'importe les paradoxes qui ne manquent pas et qui choquent finalement si peu de monde. N'entend-on pas partout l'expression d'un droit à disposer de son corps, dans le même temps que fait rage une obligation au consentement à se faire injecter, tracer, confiner, distancier ? Votre corps, ainsi que ce qui peut et doit y entrer, est ainsi davantage devenu la propriété d'instances supranationales, sans la moindre légitimité démocratique. Nous naissons et nous grandissons dans ce cadre. Nous développons le sentiment que le réel est ainsi, que la nature de l'homme est celle définie par ce système de valeurs,
qu'importe que nous en expérimentions constamment les contradictions, qu'importe que nous masquions la souffrance induite par ces contradictions derrière des murs d'anxiolytiques, d'antidépresseurs, de consommation, de plaisirs compensateurs, d'addiction, de perversion et de narcissisme. Autant d'attitudes et de comportements qui redonnent à l'ego un sentiment de puissance, ou pour le moins d'intégrité retrouvée, fût-elle artificielle. La sérénité d'âme, quant à elle, est une notion qui semble s'être totalement évaporée, comme pour n'être plus de ce monde. Pour la retrouver, la matrice elle-même a tout prévu, par le biais d'une offre pléthorique de livres, de conférences, d'écoles, de thérapies longues ou brèves, de stages de développement personnel, visant à nous faire devenir la meilleure version de nous-mêmes. Non qu'il y ait en cela, dans cet énorme fatras si plein de leurres, la voie juste, elle s'y trouve bien sûr, car nous n'avons pas à nous rendre sur Jupiter ou sur Mars pour nous reconnecter à qui nous sommes. Mais cet univers du mieux-être est pavé de promesses qui ne flattent une fois encore que notre mental et notre ego. La voie juste, celle qui nous fait grandir par l'approfondissement et l'élargissement de notre conscience, n'est généralement pas la plus visible, la plus tapageuse, la plus brillante. Nous avons oublié que la voie, celle du vivant comme celle de notre accomplissement, est une voie avant tout intérieure. Qu'à aucun moment elle ne puise le sens de son être, pas plus que les règles de notre action, dans les dictats matériels de l'extériorité. Et pour cause, cette extériorité en apparence surpuissante, légiférante, normative, a depuis bien longtemps coupé le lien avec l'intériorité, avec la porte des étoiles, avec le murmure devenu inaudible de la parole du Créateur lui-même. Bien qu'ayant sombré dans bien des cul-de-sac de l'incarnation, par le fait de mes propres errances, bien qu'ayant goûté à des aspects de l'ombre, qui vous enveloppent des années durant dans un carcan de densité qui masque la lumière, jamais cependant je n'ai pu m'accommoder de cette obstruction tragique, de cette porte condamnée, de cette renonciation à la quête du sens et de nos origines. J'ai souffert dans ces impasses où mes propres choix m'avaient conduit. J'ai cessé longtemps de voir la signature de Dieu dans tout ce qui est. Dans ces états où vous adoptez les énergies sombres, soudain, vous cessez de vous émouvoir devant la magnificence du soleil levant ou devant le vol majestueux des grues cendrées entamant leur migration. Mais vous devenez aussi indifférent à l'incommensurable présence du visage humain, au risque de ne plus comprendre ni sa joie ni sa peine, au risque de privilégier l'opposition constante plutôt que l'amour. Alors oui, j'ai une immense gratitude envers cette lumière originelle qui ne m'a jamais abandonné et dont, au plus profond de la nuit, je me suis souvenu qu'elle pouvait peut-être encore exister. Non que je fusse dans ces temps-là en mesure de la voir, mais le souvenir de l'avoir vue un jour était encore présent quelque part en moi. Bien que j'eusse du mal à le croire, ce souvenir m'invitait à rallumer une lampe intérieure, à comprendre que l'huile pour cette lampe et le feu pour lui redonner sa flamme ne se trouvaient pas dans les chemins que j'avais empruntés. Je devais cependant me mettre en chemin, initier le mouvement, tourner mon regard vers un endroit d'où je supposais que la clarté allait venir, bien que je ne visse partout que l'obscurité la plus dense. Je m'étais perdu dans l'extériorité. J'avais renoncé à qui je suis, car je n'avais pas cherché à me connaître, et encore moins à y trouver les présents que, peut-être, un jour, Dieu y avait déposés. Je me suis souvent représenté cette voie, ce chemin que
que je ne voyais plus, sous la forme d'un passage secret qui empruntait à l'univers de Tolkien ou de Jules Verne la promesse d'un monde merveilleux, d'un monde perdu dont nous aurions gardé la nostalgie et qui, usant de la candeur de celui qui n'a dans le cœur ni l'avidité du pouvoir, ni celle des possessions matérielles, nous rappelait qu'il reste encore une braise sous la cendre, tel l'infime souvenir de la lumière égarée dans les ténèbres. Au cours des millénaires, par l'opiniâtre dérive de l'esprit qui s'est insinué sur la Terre, notre planète s'est tellement éloignée de sa source que la flamme originelle de notre être s'est peu à peu consumée dans les méandres de la densité. Notre propre involution a pesé de tout son poids dans cet engourdissement de l'être qui en a résulté, pour nous comme pour la terre-mère qui en a souffert, et dont la dynamique d'évolution s'en est trouvée ralentie, reléguée dans un exil douloureux loin du Créateur. Nous avons cessé de voir les réalités de l'esprit, les clartés transformatrices venues de Dieu lui-même, ainsi que de tous les êtres qui, à sa suite, œuvrent de façon vivante à chaque niveau de densité de la création. Nous n'avons finalement plus été en mesure d'accorder foi et importance à autre chose qu'aux interactions physiques entre notre corps et le monde de matière dense qui l'entoure, faisant de notre cerveau antérieur, de notre mental, de notre ego, le seul pilote à bord. N'ayant d'autre ambition que de devenir maître et possesseur de la nature, nous avons fait reposer le salut de l'humanité sur la croyance d'un progrès technique et scientifique illimité, capable de transformer l'homme lui-même. Nous avons cru que nous pouvions breveter le vivant, en faire la propriété de groupes privés surpuissants, qui auraient en charge de déployer partout un modèle unifié d'agronomie, d'agriculture, d'industrie, de santé, d'éducation, de bien-être et d'abondance pour tous. Ce modèle hégémonique et conquérant a durant 150 ans appuyé son développement sur la révolution industrielle, sur l'exode rural, sur le déracinement des individus devenant des ouvriers interchangeables, des maillons dans la rationalité nouvelle des chaînes de production. En 1914, nous franchîmes un pas significatif dans la lente et inexorable destruction des principes sacrés de la vie. L'ouvrier, comme le paysan, mais aussi l'instituteur animé par les idéaux républicains d'un Jules Ferry, tous ces jeunes hommes pétris d'un roman national mensonger allaient faire l'expérience qu'ils n'étaient rien, que leur vie ne comptait pas. La réalité des tranchées, certes, allait mettre en exergue leur courage et leur sacrifice, mais au nom de quels intérêts supérieurs, tant il serait indécent de parler d'idéal. Le mouvement, hélas, continua et s'amplifia, tel un immense paquebot lancé à pleine vitesse et dont la seule force d'inertie ne lui permet plus de s'arrêter. Le vivant n'ayant plus dans l'esprit de l'homme de connexion à son origine, il pouvait sans aucun garde-fou être réduit à un objet de laboratoire, à une manne infinie d'expérimentation et de profit. Rien ne s'opposait plus à ce que l'investigation humaine n'entrât dans l'intangibilité de ses lois, pour modifier la nature même des êtres et dessiner les contours d'un avenir où toutes les structures historiquement ancrées dans la Terre et en lien avec les cycles de la nature et du cosmos seraient détruites, remplacées par une nouvelle norme, industrielle d'abord, numérique et totalement désincarnée ensuite. Cette norme, instigatrice comme son nom l'indique de la nouvelle normalité du monde, deviendrait par son caractère mondial et unificateur un paradigme. Ce paradigme industriel d'abord, appliquant sa rationalité sans distinction ni considération morale, s'appliquerait tant au développement des rendements agricoles,
à l'optimisation des moyens de production, de modernisation, de déforestation, qu'à la capacité de produire en masse tantôt des gaz exterminateurs d'une partie de l'humanité, tantôt des pesticides ravageant la biodiversité et générant des cancers, tantôt encore des substances médicamenteuses aux effets délétères ou addictifs, comme solution aux dommages collatéraux précédemment créés. Sait-on que l'énorme Bayer affublé de son slogan « Science for Life » a pour généalogie récente le rachat de Monsanto, producteur impénitent s'il en est de l'agent orange au bien triste usage, et plus récemment d'un célèbre déserment au glyphosate. Sans oublier, à l'historique de son catalogue, l'aspartame, les PCB, l'hormone bovine de croissance recombinée, et quelques autres joyeusetés qui prédisposaient tout naturellement le groupe à œuvrer présentement dans les dites sciences de la vie, pour ne pas dire dans l'industrie des OGM. Le tableau serait incomplet si nous omettions de préciser la participation active en 1940 de Monsanto, par ses recherches sur l'uranium, au projet Manhattan qui devait doter l'armée américaine de la bombe atomique. Mais Bayer, dans l'autre branche de son arbre généalogique, n'est pas non plus dénué d'un sens paradoxal de la bienveillance humaine. Faisant partie, avant la Seconde Guerre mondiale, d'un conglomérat d'industries pharmaceutiques et chimiques qui produisirent, entre autres, l'insecticide tristement célèbre, Zyklon B, lequel trouva un champ d'application et une source de profit inédite dans les chambres à gaz. L'entreprise participa ainsi activement à l'extermination des Juifs et de toutes sortes d'opposants et de minorités incompatibles avec le grand projet de civilisation qui voyait le jour. Tout ceci pour montrer combien, s'intégrant dans l'insoutenable normalité d'une époque, quelle qu'elle soit, l'être humain est assurément capable de détruire, de massacrer, de causer des dommages irréparables à la vie elle-même, pendant que son discours officiel énonce un entier dévouement à la réalisation d'un avenir radieux. Que n'assiste-t-on aujourd'hui à la séduction des masses crédules par les mêmes mécanismes d'intention philanthropique, pour mettre en œuvre des expérimentations médicales à l'échelle planétaire ou pour mettre en avant de prétendues solutions de transition énergétique pour sauver la planète? Les petites mains de ces industries, tout comme beaucoup de politiques et de personnalités médiatiques, le font probablement avec toute leur adhésion et leur sincérité, incapables de voir les analogies d'une histoire qui bégaye. La matrice s'adapte, voilà tout, mais elle reste cohérente dans le fait que des causes similaires produisent des effets similaires, et, dans un premier temps, invisibles aux consciences dormantes. Faite en partie des égrégores de nos pensées, cette matrice est, à notre époque, à nouveau prescriptrice de bien des méfaits. Son intelligence réside dans le soin qu'elle met à travestir son intention comme son action véritable dans un narratif qui aura tantôt le vernis des sciences, mettant en avant le savoir immaculé de la blouse blanche, tantôt celui de l'humanisme. Ainsi, mettant en doute ou questionnant simplement sa doctrine, vous apparaîtrez aussitôt comme un individu bien téméraire, ennemi de la modernité. Vous serez désigné soit comme un ignare de la chose scientifique, qui ose mettre en doute la probité des sachants, soit comme un individu seulement préoccupé de lui-même et à l'éthique douteuse. Pour synthétiser correctement cette réalité, notre temps a très naturellement accouché d'un mot à la saveur exquise. J'ai nommé le complotiste. Cette sorte d'humain qui, en d'autres temps, à l'image de Socrate, était un questionneur, au sens d'un éveilleur de l'esprit, invitant l'homme à regarder d'abord en lui-même pour mieux appréhender la véritable nature des choses. Le plus curieux est que cette incroyable plasticité de la matrice l'a rendu capable d'enrôler ceux-là même
qui en étaient jadis les garde-fous, les sentinelles éveillées. Parmi eux, les journalistes, devenus des relayeurs de dépêches, des défenseurs de lignes éditoriales dictées par de puissants patrons de presse. Ainsi, les journalistes ont-ils totalement abandonné leur mission d'investigation qui, seule, permettait de déjouer les faux-semblants et la fabrique instituée du mensonge. Toutefois, ils n'ont pas abdiqué l'idée qu'ils sont détenteurs de l'esprit critique, ainsi que d'un regard distancié sur les réalités du monde. Cette posture résiduelle les a, à leurs propres yeux, légitimés à devenir tantôt des censeurs de la parole divergente, tantôt des pédagogues avisés, ayant pour mission de protéger l'opinion contre les dangers des fake news. N'ont-ils encore aujourd'hui d'autres panaches ou auras que ceux d'un Sganarelle ayant reçu d'un apothicaire son savoir et prodiguant ses bons conseils que quelques rudiments de latin voudraient rendre efficients? Mais quand les murs de l'édifice se lézardent, bien qu'il leur plaise d'y voir encore un palais triomphant, la vérité, elle, et la vie, se joue déjà ailleurs. Regardons un instant encore cette incroyable disjonction, cette dissonance entre la marche réelle de l'histoire et le narratif qui, parallèlement, construit le roman de la modernité scientifique et de l'émancipation de l'homme des contraintes de la nature. Que n'a-t-on provoqué par ce mouvement? L'assujettissement de l'humain à la norme, non celle de l'autonomie qui trouve en soi-même son principe directeur comme celui de la loi morale, mais celle qui nous fait abdiquer notre souveraineté individuelle pour une adhésion aveugle au cadre de l'extériorité. Hannah Arendt énonça, suite au procès d'Eichmann à Jérusalem, le concept de banalité du mal. Ce qui comptait alors et qui n'a cessé de compter jusqu'à ce jour est la capacité des hommes à faire en sorte que les trains arrivent à l'heure et, pour reprendre un vocabulaire qui parlera au monde de l'entreprise, que les process d'optimisation des flux logistiques aient correctement validé les cahiers des charges et les standards qualité, important peu qu'il s'agisse de marchandises ou d'humains promis à la mort. Ce qui compte est d'avoir rempli correctement les critères formels d'une intention supérieure à laquelle nous avons cédé notre pouvoir, pour ne pas dire notre conscience. Ainsi, cette grande courbe prétendument ascensionnelle du progrès aura-t-elle été d'abord industrielle avant que les ruines de ce premier paradigme ne fassent le terreau disruptif d'un monde à présent digital et numérique, cette seconde étape lorgnant elle-même du côté de la réalisation programmée d'une nouvelle identité humaine, que d'aucuns décrivent comme augmentée, connectée et foncièrement transhumaniste. Ainsi, l'homme, dans sa folie prométhéenne, a-t-il substitué à l'intention de son chemin, à l'intuition de son chemin dans l'immensité de la création, une présomptueuse chimère qui ferait de lui l'égal de Dieu, réinventant les lois et les règles et n'ayant de cesse, par le miracle de la technologie, de vouloir transférer sa propre conscience dans un champ virtuel et éternel, totalement dégagé de son putrescible substrat biologique. Rêve fou, rêve triste d'une conscience qui s'est perdue en chemin et qui ne connaît plus d'ailleurs son immortalité. Nous naissons et nous grandissons les uns et les autres dans la grille cadenassée de cette matrice artificielle dont si peu d'hommes avaient jusqu'ici pris conscience. Cette matrice a par avance préparé le lit de nos pensées, les schémas de nos croyances. Elle a depuis des temps immémoriaux tissé la vision du monde qui est la nôtre, ainsi que la dualité violente qui construit et exacerbe les oppositions, les luttes de pouvoir, les conflits et les guerres. Nous portons ainsi en nous-mêmes le logiciel du monde tel qu'il est et tel qu'il se perpétue par notre adhésion à ces mécanismes implicites. Ainsi peut-il continuer d'incarner la laideur,
la division, la violence, à être traversé de tensions et de souffrances, reconduisant invariablement les mêmes processus qui finissent par attiser la haine et provoquer les situations irréparables. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. L'ancienne sagesse égyptienne nous l'a transmis ainsi via cet être que la Grèce antique nomma Hermès Trismégiste. Ce qui est en haut a cependant cessé de nous éclairer, de nous irriguer, de nous construire. Nous pourrions dire à présent, ce qui est dans l'extériorité est comme ce qui est dans l'intériorité, rappelant combien la teneur de nos pensées définit à elle seule le processus de ce qui est, et, compte tenu de notre éloignement vis-à-vis de la source, de ce qui finit par advenir, par constituer la tragique matière de notre monde. Diviser pour mieux régner, et pour cela, dans sa version moderne et ô combien efficace, diviser d'abord l'individu à l'intérieur de lui-même pour l'affaiblir, lui faire perdre la notion de qui il est, créer parallèlement comme par un effet de miroir inversé les conditions extérieures de la discorde, afin que l'homme se batte contre son semblable, ne voyant pas qu'il se bat contre lui-même. Que le coupable désigné à l'extérieur porte la condition de sa propre humanité à l'intérieur. Ainsi, désignant les responsables de nos maux, nous ne voyons pas que les ennemis extérieurs ne sont en réalité que la mécanique projection des divisions intérieures instaurées par la matrice. L'invention de la démocratie est à cet égard une chose diaboliquement intéressante, tant elle s'intègre parfaitement au jeu sans fin des oppositions qui est l'une des clés de cette domination matricielle. La démocratie est semblable à l'oscillation d'un pendule qui aurait oublié l'inégalable beauté du mouvement circulaire pour n'être qu'un balancement obstiné entre les deux hémisphères du cerveau, entre les deux bords des hémicycles de nos assemblées représentatives, entre la droite et la gauche, entre la liberté et l'égalité, entre le cœur et la raison, sans fin et ne progressant jamais dans l'accomplissement unifié de l'esprit de l'homme, mais usant de sa force, de son énergie, de sa combativité et parfois prenant sa vie pour entretenir la perpétuelle captation de ses énergies, au profit de l'instance invisible et agissante qui surpasse les États eux-mêmes. Ainsi, quel progrès peut comporter l'accumulation d'acquis sociaux obtenus de haute lutte quand les gardiens de l'ombre, qui ne sont parfois que les égrégores agissants que nous avons produits, ont déjà prévu et organisé ces soupapes pour le peuple, et qu'ils ont anticipé par plusieurs coups d'avance les stratégies de contrôle qui garantissent la pérennité de leur règne. La Révolution française, que nous commémorons comme la pierre fondatrice de nos libertés, n'a-t-elle pas d'abord été idéologiquement concoctée dans l'arrière-salle des temples maçonniques ? Quelle notion réelle de la liberté le peuple a-t-il été amené à défendre, instrumentalisé en cela, décapitant le sommet de la monarchie et faisant rouler les têtes de tous ceux qui faisaient obstacle à l'émergence d'un pouvoir nouveau, ancré non pas dans la légitimité factice que le dit peuple pouvait lui conférer, mais dans le positionnement d'une élite autoproclamée et prétendument éclairée qui, sous couvert d'universalité, inaugurait une nouvelle forme de conquête du monde, débarrassée du sacré. Où a-t-on vu d'ailleurs que c'est le peuple qui a tiré les marrons du feu ? Le peuple est ainsi une belle abstraction, un alibi merveilleux pour la puissance qui en use. Une réalité perpétuellement souffrante et instrumentalisée, glorifiée lorsque les circonstances l'exigent, utile dans tous les cas aux joueurs d'échecs tirant à leur avantage les ficelles de l'histoire. Souvenons-nous de ces temps plus anciens encore où la vox populi
réclamait le bûcher pour de pauvres femmes que des hommes d'église désignaient aux yeux effrayés du peuple comme des êtres maléfiques ayant eu commerce avec le diable, tandis que, pour certaines, elles étaient dépositaires de savoirs anciens et précieux dans l'art de guérir ou de venir en aide à leurs prochains. Ce que, dans leur arrogance et incommensurable trahison au message christique, ils ne pouvaient supporter. Ainsi donc, la notion de peuple est-elle un gros caillou dans la chaussure ? Une notion que l'on voudrait belle et pure, mais qui porte les traces de tant de manipulation et de souillure. Cette notion de peuple incarne, à vrai dire, dans le collectif, l'une des polarités manifestées, extériorisées de ce que l'âme humaine a voulu par son choix de vivre, l'exacerbation de la dualité. La domination appelle l'obéissance. L'opposition sous la coupe de l'esprit appelle le débat, mais sous la coupe de la haine attisée par ceux qui n'en paieront pas le prix, du moins pas dans le déroulement de leur stratégie, elle déclenche la guerre. Et cela commence bien sûr par le récit de ceux qui affirment « Nous sommes en guerre ». Nous voyons à travers ces développements combien la notion de peuple est plus proche de celle de masse, dont le pluriel n'atténue qu'à peine l'aspect informe et malléable. Edward Bernays, mettant ses talents au service des industries et des organes de pouvoir en tout genre, l'avait bien compris. Non pas que les masses fussent comme une pâte à modeler sans caractéristiques. Leur malléabilité réside bien au contraire pour lui dans le fait qu'elles sont porteuses d'un inconscient collectif et réceptif, sur les ressorts cachés duquel le connaisseur de la psyché humaine peut agir. Il n'est ainsi pas le neveu de Sigmund Freud pour rien. Dans les années 20 aux États-Unis, il a su parler à l'inconscient féminin. Là où la cigarette était comme un apanage phallique exclusivement masculin, il en a fait l'illusoire symbole de l'émancipation des femmes qui s'emparait pour le coup non pas d'une calamité pour la santé humaine, mais de ce qu'il appela les torches de la liberté. Et cela marcha comme 1000 autres stratagèmes qui stimulent la perception de soi et la valeur que certains objets nous confèrent symboliquement. L'être rationnel des Lumières, édifié sur les bases d'un savoir encyclopédique et finalement très oublieux du questionnement socratique, n'aura été qu'une chimère, une fiction théorique dont le rêve d'accomplissement historique est plus que jamais compromis et démenti par la capacité de l'ombre à parler d'abord aux instincts de l'homme, à le divertir, à créer des espaces de pseudo-liberté dont l'un des plus puissants de nos jours consiste à encourager le vide abyssal de nos vies intérieures par l'éviction et le dénigrement du sacré, et à le compenser par la jouissance de la consommation et le plaisir addictif de la possession. Avoir plutôt qu'être. Adorer le temple miroitant de l'extériorité plutôt qu'entrer silencieusement en soi-même pour y entendre la voix de nos origines, laquelle, à vrai dire, a cessé de nous parler. Et lorsque, même cela ne suffit pas, je dirais en fait plutôt lorsque cela est arrivé à son terme, que l'homme a suffisamment été coupé de ses racines spirituelles, dépossédé des archétypes fondateurs de sa condition humaine, alors un champ inespéré s'ouvre pour la plus diabolique des manipulations, celle qui mettra le peuple en état de demander lui-même sa soumission et de prêter naïvement à son bourreau les traits d'un sauveur. Que n'a-t-on vu ces dernières années ? La manière que ce pouvoir occulte a précisément eu de soumettre les masses par des procédés obliques, par un narratif mortifère relayé à grand bruit par une presse totalement engourdie et servile, obtenant pour le coup le consentement apeuré des humains pour les priver de leur plus élémentaire liberté. Il n'y a plus alors de limite, aussi longtemps du moins que le réveil des consciences n'a pas lieu. L'homme acculturé, vidé de sa substance,
peut être à nouveau rempli à tout moment par un autre contenu, celui qu'aura généreusement préparé la puissance bienfaitrice d'un mondialisme unifié à base de tolérance, de société ouverte, d'abolition des frontières et des genres, d'assimilation des différences. Que n'entend-on dans la bouche de nos dirigeants un langage qui n'a jamais sonné aussi faux tant les concepts qu'ils manient sont en opposition avec l'entreprise planétaire de destruction des particularités humaines à laquelle ils contribuent et participent activement. Ainsi, les valeurs sans cesse rappelées, celles de la République comme celles des Lumières et d'un prétendu universalisme, servent à présent à légitimer l'action qui consiste à détruire, au bénéfice d'un ordre supérieur, les identités nationales, les particularismes régionaux, mais aussi, à l'intérieur des individus eux-mêmes, les symboles de leur rapport au sacré. Il est intéressant de voir comment cette destruction vise également à faire éclater le critère de différenciation le plus originel, celui qui anime dans les univers le mouvement de l'énergie créatrice et unifiée, en la divisant en deux polarités, l'une féminine, l'autre masculine. C'est à présent dans notre matrice artificielle la notion de genre elle-même qu'il faut déconstruire, sous peine d'appartenir à une génération éculée qui porte outrageusement les stigmates du patriarcat. La notion de famille elle-même en devient poussiéreuse, limitante, ce qu'elle peut être en effet, voire porteuse de relents pétainistes qui en fait pour le coup une structure à déconstruire impérativement. Cette déconstruction du genre qui s'insinue notamment dans tous les supports audiovisuels permet d'installer la non-binarité comme nouveau point d'ancrage de notre regard sur l'être humain. Le brouillage des pistes est ainsi complet et permet de substituer la confusion identitaire la plus totale à tous les questionnements pourtant légitimes et structurants sur ce que sont spirituellement, énergétiquement et physiquement l'homme et la femme. Se demander ce qu'est un homme vrai ou authentique, une femme vraie ou authentique, est de fait un questionnement suspect qui résiste au postulat désormais dominant d'une identité fondamentalement non genrée, androgyne, insinuant qu'il n'y a en ce domaine aucune vérité, sinon de vieilles notions culturellement et socialement construites, autant dire des freins à la réalisation de l'humain nouvellement défini. Remarquons que ce questionnement sur la nature profonde du masculin et du féminin est tout simplement gommé, absent, remplacé par une invasion bruyante de l'intime dans l'extériorité de l'espace public. L'intime, qui est l'une des modalités de rencontre des deux polarités, est pourtant une chose éminemment respectable et devant être protégée. Cependant que, répandu à l'extrême dans l'agora, comme dans mille et une formes de revendication, d'exhibition, il en devient obscène. Non pas qu'il soit obscène en soi, mais il le devient par le simple fait d'outrepasser sa propre sphère, d'installer le secret des alcôves et l'hyper-représentation de la sexualité dans l'espace public. Ce mouvement de translation de l'intime a ceci de particulier qu'il apporte une dénaturation, une transformation profonde de nos contenus d'âme, faisant que le mouvement inverse, le retrait de l'être dans sa dimension intime, ne se fait pas sans dommage, sans y faire entrer les schémas culturellement et contextuellement admis, voire encouragés. À titre d'exemple, je ne peux m'empêcher de penser à ces conseils stratosphériques prodigués durant la pandémie par nombre d'instances sanitaires, comme celui de la ministre canadienne de la Santé, demandant expressément à ses compatriotes de gérer leurs pulsions sexuelles de façon solitaire. Cet exemple d'un effet rétroactif de la sphère publique revenant en force dans la sphère de l'intime est flagrant. Il participe de cette amputation de l'être humain de sa souveraineté et, au-delà, de sa capacité à faire lien, à s'unir dès le premier niveau de la pyramide, celui de l'existence physique.
Qu'implique une telle préconisation de la part d'une instance ayant autorité? Quel but poursuit une telle société qui instaure comme norme, fût-elle dans un premier temps provisoire, d'éviter toute interaction charnelle réelle et partagée au profit d'un acte solitaire fantasmé, d'utile pour y parvenir intercaler dans son processus le secours abondamment disponible de la pornographie, ou du conjoint accomplissant lui-même de son côté le même processus masturbatoire, faisant que le couple aura parfaitement répondu aux dictats hygiénistes de l'État souverain. Ceci est consternant. Au-delà de ces 2 années de manipulation des masses par de tels schémas de pensée et de distanciation, nous sommes entrés de plain-pied dans les prémices d'un projet transhumaniste, dont le concept même vise à séparer l'identité humaine construite de son substrat biologique, à commencer par celui du partenaire. Non pas qu'il n'y ait plus de besoin de toucher et d'être touché, besoin de prendre dans ses bras, besoin de s'unir. Je dirais même que ces besoins sont exacerbés, mais d'une manière extrêmement partielle et physiquement orientée. Ils procèdent, me semble-t-il, d'une redéfinition, elle aussi matricielle, de ce qui est désirable et de ce qui ne l'est plus, faisant de la pulsion physique et de l'obtention de l'orgasme le point focal de toute approche amoureuse de l'altérité. Le corps de l'autre, de celui qui partage notre vie, ou seulement qui partage quelques-unes de nos nuits, aurait-il soudain perdu de sa beauté, de sa jeunesse, de son attrait, notre regard consommateur nous faisant oublier que ce que notre propre corps lui-même a concédé au temps qui passe? Ne serait-il devenu pour nous qu'un support à la routine et à l'ennui? Ou bien, les dictats de notre monde auraient-ils déjà grippé nos capacités à créer du lien, de la rencontre, nous prédisposant à tous les palliatifs numériques de la solitude? Combien alors il est facile de trouver dans les espaces virtuels de la pornographie ou de toute autre expérience compensatrice l'aliment inépuisable qui permet, dans l'anonymat, dans la solitude ou dans la sexualité compulsive, d'exercer une relation dénaturée à l'autre. Je veux dire une relation où il n'y a plus, comme point d'ancrage, les archétypes de la terre et du ciel. Nous sommes alors très loin de cette relation qui permet d'unir notre terre à celle de l'autre, ainsi que notre ciel à celui de l'autre. C'est comme si, par l'unique promotion du corps physique et de la jouissance qu'il permet, seuls les 2 premiers chakras cherchaient inlassablement leur aliment, nourris par des flux addictifs d'images, de sensations ou de scènes qui permettent d'entériner la rupture du lien, celui qui, dans une relation complète, réelle, partagée, consacre la communion énergétique de chacun des chakras de l'homme et de la femme. Dans cet univers nouvellement défini, où la rencontre réelle n'est plus nécessaire, le couple, pornographie, masturbation, est devenu l'un des leviers les plus puissants par lesquels les forces obscures de ce monde parviennent à leur fin, celle d'affaiblir l'homme, le masculin et tout son potentiel d'éveil et de transformation du monde. Celle aussi, bien entendu, d'avilir la femme, de la rabaisser à un point tel que toute perception du sacré dont elle est l'un des piliers de l'ancrage sur la terre devient tout bonnement impossible. Ce pouvoir occulte tenant à sa merci non seulement les grandes instances internationales, les officines de toutes sortes réglant la marche du monde, les représentants et dirigeants de nos États, tels eux aussi des marionnettes, est comparable à, je l'ai dit, à une matrice, à un maillage serré qui enserre nos vies et influe directement sur la teneur de nos pensées. L'être humain ordinaire, bien sûr, n'y échappe pas et constitue la cible, le réservoir inépuisable pour déverser cette énergie sombre. Quoi de plus simple, en effet, pour abaisser massivement et durablement l'énergie vibratoire des humains de la Terre, que d'entrer jusqu'à eux par la voie des écrans,
incroyable boulevard pour nourrir sans effort les appétits les plus divers et les pulsions les plus basses. L'écran de nos ordinateurs et de nos téléphones sont ainsi l'interface idéale et directe avec notre intimité profonde. Ainsi, ce pouvoir au visage invisible entre-t-il insidieusement en chaque être par le pouvoir de l'image et des algorithmes, mais également par l'inculcation de schémas de pensée, de croyances limitantes entretenues et transmises. Et enfin, par du pain et des jeux qui font les peuples dociles et les hommes sans courage. Je pense aujourd'hui à tous ces jeunes hommes et aussi de plus en plus, hélas, à ces jeunes femmes qui, à peine sorties de l'enfance et parfois s'y trouvant encore, ont pour beaucoup intégré des champs de réalité infiniment glauques dans l'accès si facile à Internet. Le spectacle navrant de la pornographie en ligne a notamment redessiné sur le plan physique un schéma normatif qui préexiste même aux premières relations amoureuses. L'hypersexualisation, tout comme d'ailleurs l'injonction implicite à correspondre dans son aspect physique, comme dans ses actes à cette norme partout affichée, ont ancré au sein des jeunes générations une conception souvent dégradante du sexe et de sa nécessité impérieuse. On prétend généralement que ce diktat de la pornographie et de l'hypersexualisation jusque dans nos publicités rabaisse la femme pour n'en faire qu'un objet. On oublie, je crois, que l'homme en est tout autant rabaissé, réduit lui aussi à son expression la plus dense, à l'exact niveau de sa fonction érectile et phallique. Que de souffrances liées à cette réduction de la relation homme-femme à la priorité de sa forme charnelle, comme si toute chose plus émotionnelle, plus spirituelle, était conditionnée au fait avéré que l'on est d'abord consommé, tel un produit, et vérifier que l'autre, ainsi caractérisé, est avant tout un bon coup. Ainsi des aventures éphémères sur des sites de rencontres, ainsi des besoins d'une libido sans cesse augmentée, et, à mesure qu'elle grandit, de plus en plus inassouvie. La sexualité s'en trouve toujours plus solitaire, s'exerçant trop souvent dans le secret d'une chambre, et se vivant pour beaucoup devant l'écran d'un ordinateur. Pour qui le souhaite, le sextoy, sorte d'objet transitionnel, de doudou pour adultes, incarne désormais l'être qui manque, l'autre qui se dérobe en des lieux que l'on ne sait plus rejoindre, sinon par une imagination palliative et le recours à la magie d'un artefact. Qu'il est pâle, qu'il est blême, le succès damné d'un être qui vous aime. Qu'il soit devenu un simple objet pour vous combler, ou un flot ininterrompu d'images crues, terriblement crues, sur la froideur d'un écran. Et à chaque fois, invariablement, il n'y aura comme seul dénouement devant cet écran ou sous l'action de quelque objet sans âme que la décharge violente et organique de l'orgasme. Que ne sommes-nous alors effroyablement seuls, guidés par l'unique lueur au bout du chemin, celle de la récompense du plaisir qui se répandra dans notre corps charnel, mais rien dans notre âme, rien que l'abyssal vide de nos projections solitaires s'éteignant tristement. Et cependant, comprenant que ces consommations esselées sont à la fois les murs de notre prison intérieure, nos corps et nos âmes vides de sens, désertés par le sacré, les réclameront encore et toujours, tel un verre d'alcool, tel un shoot plus puissant et plus triste que le précédent. Cette ivresse éphémère dans le circuit fermé de notre solitude n'aura, dans la seconde qui suit, d'autre fin que de goûter la tristesse de l'amour absent, de l'amour enfui. Elle vous laissera seul au bord de vos propres abîmes, cherchant l'amour et ne le trouvant pas. Déjà, certains ont succombé au chant des sirènes, vivant leurs expériences dans les dimensions d'un métaverse, armés d'un casque de réalité virtuelle et de toutes leurs frustrations projetées sur la matrice binaire qui leur sert de réalité. Faire l'économie de la rencontre, de la séduction, de la possibilité d'un refus, du temps
et de la patience nécessaire pour découvrir et entrer dans le paysage intérieur de l'autre. Des hommes n'investissent-ils pas aujourd'hui plusieurs milliers d'euros dans des poupées désormais plus vraies que nature ? Dans un documentaire, on envie qui les habillait, qui leur parlait comme à une vraie personne, qui les asseyait à leur table pour se sentir moins seuls. Bien sûr, feignaient-ils de croire, juste pour de faux, qu'elles avaient une âme, et qu'ils pouvaient y déverser tous leurs fantasmes et tous leurs rêves. Jamais elles n'allaient leur répondre, ni les contredire, ni s'opposer à leurs désirs. La pudeur cachait ce que, les ayant déshabillés dans le secret de leur chambre, ils faisaient ensuite. Quelle tristesse que celle de cette compagnie, de cette curieuse inventivité au service de la solitude des hommes, de cet avatar de femme où le silicone et le latex tenaient lieu de tendresse et de partage. Mais revenons à ces toutes jeunes générations, à ces addictions que beaucoup connaissent à un âge si jeune où la pensée devrait bien plutôt s'envoler vers des sommets lumineux. Que ne se prive-t-il de la beauté et de la joie, celle que procure l'attirance magnifique que l'adolescent découvre, non pour le seul corps, non pour le seul sexe, mais pour un être unique qui le touche infiniment et dans les paysages intérieurs duquel il souhaite être l'hôte qui aime, et qui, lui-même, sera aimé pour ce qu'il est. Ce faisant, ce sont aujourd'hui plus de 40% des contenus hébergés sur Internet qui sont à caractère pornographique, issus d'une industrie qui génère un chiffre d'affaires à peine concevable et qui, plus tragiquement, que ce soit du côté des acteurs, des tournages ou du côté des visionneurs incognito, entraîne une misère intérieure extrême, un frein puissant et voulu à notre élévation de conscience. Que de solitude renforcée par cela, que de couples peu à peu brisés par ce fléau insidieux. Cette stratégie de l'ombre, outil supplémentaire et ô combien efficace pour asservir les êtres humains de la Terre, est à l'origine d'un puissant égrégore auquel, en permanence, se raccordent les pensées humaines les plus basses, recevant en retour toute la force d'alignation qu'il produit. Il n'en faut pas davantage pour que la complémentarité du féminin et du masculin, son incroyable beauté, sa perception réelle, ne s'éloigne, ne laissant dans l'esprit qu'une caricature obscène de ce qui, en des sphères plus élevées, revêt un caractère infiniment sacré. Ainsi, avons-nous parcouru tant d'espace au fil de ces quelques pages, tant de champs si divers de l'expérience humaine et des limitations tragiques que celle-ci connaît par les choix des hommes eux-mêmes et par les conséquences trop souvent inaperçues de ces choix. Enveloppé dans cette matrice, puissamment contenue dans sa structure qui n'est que la matérialisation de nos pensées et de nos choix dont les strates se sont condensées, enquistées depuis des siècles, pour ne pas dire des millénaires, nous avons perdu le chemin. Nous sommes aujourd'hui dans la nuit profonde. Pourtant, la lumière luit dans les ténèbres. Mais les ténèbres ne l'ont point reçu. Jean 1, 5. C'est pourquoi la question du chemin pour regagner les terres de lumière est plus que jamais essentielle, criante même, tant la souffrance des hommes dans ce lieu terrestre de la création est immense. Et ce chemin, il ne passera plus par l'échafaudage dogmatique des religions instituées, lesquelles sont, à vrai dire, en train de sombrer. Il ne passera pas non plus, on l'a vu, par les arcanes d'une prétendue science totalement décorrélée de la conscience de notre origine. La voie est intérieure. La voie est en chacun de nous comme l'héritage du geste créateur de Dieu lui-même. Il a laissé en nous, dans ce qui peut apparaître aujourd'hui comme les profondeurs insondables et inaccessibles de notre conscience, une lampe, une clé, le gage sacré d'une alliance qui n'est pas perdue quand bien même nous avons tout fait pour la nier et la souiller.
Dire que la voie est intérieure, c'est dire qu'il n'y a pas besoin, pas plus hier qu'aujourd'hui, d'intercaler entre Dieu et soi-même une institution terrestre. La foi se nourrit de la seule expérience qui nous fait entrer en nous-mêmes et, faisant taire le bruit du monde comme celui de nos passions, permet d'accueillir toute la teneur de notre conscience tournée vers Dieu. Nous comprenons ainsi le peu d'importance que comportent des règles liturgiques dont quelques initiés seulement posséderaient le sens. Nous ne pouvons davantage faire nôtre des dogmes destinés à être acceptés aveuglément, alors qu'ils contredisent les lois les plus élémentaires de la création, ainsi que l'aspiration la plus légitime des humains vers la connaissance. La voie est intérieure. Cela signifie également que le mirage actuel du développement personnel n'est pas un prérequis à ce retour en soi-même. Beaucoup de voies ne vous conduiront pas au-delà du miroir que nous tend notre ego et qui nous fait supposer qu'il est la dernière surface des choses. Beaucoup de voies issues par ailleurs du New Age câlineront vos travers et vous feront vous méprendre sur l'amour que l'on se doit à soi-même et qui conditionne celui que nous rayonnons vers autrui. Il me semble vraiment que le plus important dans cet acte qui consiste à se mettre en chemin vers soi-même d'abord, est d'être sans concession sur la réalité de ce que nous sommes devenus, sur l'adhérence à notre être de tant de peaux peu reluisantes qui influent sur la nature de nos pensées et de nos actes. Non qu'il ne faille s'aimer, c'est même l'une des clés, mais elle revêt, dans bien des approches aujourd'hui, une composante doucereuse qui ne permet pas de s'engager dans la voie des transformations vers la nouvelle conscience. Seul l'ego peut se laisser raconter des histoires et préférer 1001 voies plus larges et plus faciles que celle qui nous fait regarder nos propres abîmes et prendre conscience de la véritable direction à prendre. Non pas que ce chemin lumineux, mais rare, soit pavé de souffrances, bien au contraire, mais il demande paradoxalement à renoncer à tant de choses qui ont fini par devenir l'armature de notre quotidien, les alliés de notre bien-être, les pensées confortables qui nous légitiment à agir ou à interagir comme nous le faisons. Toute notre vie peut s'être édifiée sur des bases erronées, dont l'absence de rectitude n'est alors corrigée à nos propres yeux que par l'autodisculpation que nos stratégies égotiques excellent à produire. Nous autorisant par exemple tantôt à instrumentaliser notre conjoint ou nos enfants, tantôt à croire que nous faisons preuve d'amour envers notre entourage lorsque, donnant en apparence sans compter, nous exerçons en réalité un chantage affectif sur les personnes que nous couvrons de notre prétendue générosité. Il est à cet égard incroyable de constater combien, lorsque notre être exerce sa vie à la périphérie de lui-même, feignant d'ignorer la masse inconsciente des croyances entretenues, des instincts déguisés et des forces extérieures qui le conditionnent, l'homme est capable de singer sa légitimité et de se leurrer lui-même. L'ignorance, l'incapacité à se connaître soi-même, ignorer même que l'on est dans l'ignorance. Ainsi, de cette attitude de l'ignorance qui s'ignore, si communément répandue, si inconsciente d'elle-même et pourtant si prompte à toutes les fanfaronnades, ainsi qu'aux postures intellectuelles et académiques qui la rendent infiniment prétentieuse, convaincue de son bon droit, de ses jugements, de l'égotique pertinence de ses actions. Car, précisément, l'ignorance dont je parle n'est pas celle que les lunettes de la matrice voudraient nous montrer seulement dans les classes populaires, dans les masses laborieuses opposées à l'élite des sachants. L'ignorance que j'évoque est au contraire l'un des ingrédients majeurs de la pérennité et de la puissance de cette matrice, en s'incarnant justement dans les organes du savoir et de sa diffusion. Que de voies erronées résultent de cette attitude qui a bâti des pans entiers de notre prétendu savoir, qui a conféré du prestige à nos universités, de la crédibilité à nos médias, du pouvoir à
une institution qui n'a plus pour mission l'instruction de nos enfants, mais leur éducation, ainsi que son nom d'éducation nationale le professe. Sur quelle profondeur d'abîme repose cependant cette bulle énorme, parfaitement rodée, à dupliquer des générations obéissantes qui ignorent les mécanismes mêmes de leur obéissance? Les parents n'ont plus à se soucier d'éduquer, l'école y pourvoit, apprenant à nos petites têtes blondes et brunes à porter correctement le masque, à déjouer les pièges du complotisme, à se demander, dès les petites classes, si, n'accordant plus d'importance déterminante au sexe biologique, elle se sentirait plutôt il, plutôt elle, ou plutôt yel. Ainsi donc, cette ignorance n'est pas tant celle du pauvre ou celle du riche, celle de l'homme instruit ou celle de l'homme simple. Elle est l'énorme vacuité qui conduit la marche du monde et qui, hélas, tisse les mailles de plus en plus serrées d'une inqualifiable souffrance humaine. Toute cette superstructure de sachants, d'enseignants, d'ingénieurs, de concepteurs, mais aussi de professeurs, de journalistes, d'experts, n'est plus qu'un amas de prétentions, de postures ridicules et dangereuses qui construit peu à peu devant nos pas, à petites touches infinitésimales, qui la normalisent d'ailleurs dans les esprits, qui construisent donc la route du transhumanisme. Cette ignorance qui confère au pire l'apparence du meilleur est donc partout, à tous les étages, usant de la bonne foi de toutes les petites mains qui agissent pour d'apparentes bonnes causes ou d'honorables convictions sans voir que, instrumentalisée, elle pose une brique supplémentaire de l'immense prison. Je n'entrerai pas ici dans la notion de pouvoir occulte, car la connaissance ultime de la psyché humaine existe bien, et des forces sombres sont bien en capacité depuis des temps anciens à conduire ce grand jeu d'asservissement et d'affaiblissement de l'humain. Je ne m'étendrai pas là-dessus, car ce serait donner encore de l'importance à quelque chose qui en a suffisamment eu. Ce serait finalement oublier que nous avons individuellement et collectivement un pouvoir immense, celui de reprendre notre souveraineté, de retrouver le chemin de notre conscience. Il nous reste pour cela à passer au-delà du miroir, celui que nous tend notre ego pour nous masquer le gouffre de notre ignorance. Il nous reste pour cela à abandonner toutes ces postures qui nous semblent constitutives de notre identité, attachées à elles, quand elles ne sont en réalité que la manière dont nous entretenons le mensonge sur nous-mêmes et sur le monde. Et lorsque nous faisons le premier pas sur ce chemin de conscience, cela fait mal de reconnaître que notre manière d'exister, de nous positionner face aux autres comme à nous-mêmes, repose sur un tissu de fausseté. C'est en ce sens que l'aventure intérieure, celle d'un cheminement spirituel, ne peut commencer que par cette étape fort désagréable, qui consiste, pour le tout nouveau voyageur, à se regarder lui-même, non pas le portrait flatteur que son ego exhibe à la face du monde, ni davantage le portrait totalement dévalorisé que certains êtres brisés ont d'eux-mêmes, mais l'être au-delà des apparences et des certitudes que nous avons artificiellement nourries. Et là, parfois, c'est le vertige qui nous guette. C'est l'accès à des zones de nous-mêmes depuis trop longtemps abandonnées, qui, telles de nouvelles terres émergées, nous ramènent aux racines les plus profondes et les plus puissantes de notre être. Il n'est pas rare que, touchant à cette terre intérieure qui était comme depuis toujours plongée dans la nuit, nous ne soyons plus qu'un torrent de larmes. Tant cette révélation de notre véritable essence nous bouleverse et nous place dans un lieu où soudainement l'existence de Dieu devient une magnifique évidence. La voie est intérieure, parce que alors nous pressentons que le seul maître que nous pouvons servir, de toute notre âme, de tout notre cœur, n'est pas dans l'extériorité du monde, ni dans celle des églises, mais dans le silence recueilli de notre seule conscience. Ce maître, le Créateur, y a laissé une Madeleine de Proust, un secret qui porte la signature de notre création.
Et c'est là, dans le retrait absolu, que nous pouvons retrouver ce que contient ce secret. Il contient toute la loi, la nôtre comme celle de l'univers, tout l'amour, toute la vie qui nous permet ensuite de rayonner naturellement en direction de nos semblables, comme de percevoir aussi les affinités subtiles qui lient la Terre et le cosmos. La voie est intérieure et ne se divise plus en oppositions constamment entretenues à l'extérieur comme à l'intérieur de soi. Cela ne signifie pas, pour autant qu'elle est un chemin unique et le même pour tous. Bien au contraire, chaque être issu de la source porte l'unicité de la trace créative que Dieu y a laissée. Chaque être est unique, mais incarne l'une des facettes de l'un, à nul autre pareil, permettant que cette voie soit différente pour chaque règne, pour chaque être, pour chaque genre, pour chaque incarnation, et que la leçon de vie d'un homme ou d'une femme soit avant tout la vérité de sa vie, celle qu'il a le pouvoir d'amener à la pleine conscience, afin que cette vérité propre, incarnée par l'expérience, soit un reflet et pourquoi pas aussi un hommage et une louange à l'immuable vérité qui, elle, se tient dans la lumière éternelle. Ainsi même, percevant que la conscience est un champ immense, l'être humain qui entre dans l'approfondissement de celle-ci s'aperçoit bientôt que bien des manques, bien des blessures, bien des nécessités de compenser pour obtenir un succédané de complétude, trouvent alors leur apaisement, si ce n'est leur guérison, par l'intuition du tout, par l'accueil en soi-même de l'horizon entier des possibles et des réalités de l'univers. Pour ne prendre qu'un seul exemple, combien sommes-nous aujourd'hui à chercher sans fin notre soi-disant âme sœur, notre alter ego, consommant la relation sentimentale et amoureuse comme une thérapie qui doit nous faire trouver chez l'autre, dans l'autre, la réponse ultime et le remède à nos manques comme à nos blessures. Serions-nous des êtres à ce point incomplets qu'il nous faille une béquille, sous peine de tomber, si ce n'est de sombrer dans la mélancolie qu'un lexique plus moderne nommerait dépression. Tombant amoureux, nous projetons soudain sur l'élu de notre cœur toute la puissance de nos attentes et de nos idéaux, lesquels, laissant peu à peu apparaître l'autre comme un être nu et lui aussi incomplet que nous avions surinvesti, font que notre vision idéale ne parvient plus à se raccorder au réel et appelle constamment de nouvelles aventures, de nouvelles projections, de nouvelles incapacités à laisser venir à nous la nature profonde d'un autre être, avec ses splendeurs, mais aussi avec ses failles. Dans la conscience qui change la direction de son regard pour explorer, tel un spéléologue, les univers insoupçonnés qu'elle contient, se trouve précisément pour l'homme la place du féminin, en creux, sous la forme d'un horizon ou d'une intuition profonde. Cette intuition ne prend alors plus la forme d'une absence douloureuse du féminin qui doit impérativement être comblée ou assouvie par tous les moyens de l'extériorité. Il est au contraire la présence même du féminin au sein du masculin. Cette conscience profonde et silencieuse du féminin au cœur de l'homme, loin de minimiser sa virilité ou d'atténuer sa nature masculine, renforce le principe initial de son propre genre par l'élargissement de sa conscience. L'homme de la pleine conscience, intégrant cet horizon du féminin en lui, n'a plus besoin de multiplier les conquêtes pour se sentir exister, ni d'exercer sur la femme une domination perverse qui, jusque-là, faisait tenir debout sa propre virilité. Il n'a, pour d'autres types de profils psychologiques, plus besoin d'épuiser son énergie vitale, vampirisée par les égrégores de l'ombre, en s'adonnant de façon compulsive à la masturbation et à la consommation addictive de contenus pornographiques. Le féminin est en lui, sous une forme rayonnante et apaisée.
Non qu'il n'ait plus de désir, ni l'envie de s'unir charnellement, mais ce désir tapi dans le fond de la Tanor, tel un feu puissant à la base de sa colonne de vie, est à présent entièrement là, entièrement disponible, mais entièrement maîtrisé, capable de s'élever à tout moment et de conférer à cet homme une aura bien différente, à la fois magnétique, attractive, capable d'être reconnue par la femme qui possède en elle l'expérience symétrique de son propre féminin. Nous comprenons en cela ce que signifie très précisément cette voix intérieure, celle qui fait prendre conscience à l'être humain qu'il est l'hôte de l'univers tout entier, de la complémentarité du yin et du yang, comme de l'incessant courant de vie produisant constamment de nouvelles formes, de nouveaux possibles, de nouvelles lignes de temps. Le temps est venu d'accéder à cet être complet, restant tous différents les uns des autres, étant chacun un prisme unique de la lumière du tout. C'est une logique du 1 plus 1 plus 1 plus 1, par laquelle bientôt tant de petites étoiles sur la Terre seront figurées par nos existences en transformation et reliées les unes aux autres dans le projet magnifique et libre de la nouvelle Terre.